Donc on va passer au dossier 3. Donc c'est Monsieur X qui est électricien, qui a 35 ans, il a des douleurs dans le dos depuis 10 ans, des douleurs de siège variables, plus la nuit avec une raideur matinale d'1 heure. Et il a également des sciatiques qui ne descendent pas sous le genou, des douleurs qui sautent d'une fesse à l'autre. Il a une douleur plus récente dans l'aine à gauche qui le gêne la nuit, le jour après une longue marche. Il n'a jamais consulté jusqu'ici parce qu'on a tout ça dans la famille, comme il dit. Et ce qu'il vous dit aussi, c'est qu'il a du biprophénide qui marche très bien quand il a mal. Et il vient vous voir maintenant parce qu'il est quand même inquiet. Il dit qu'il est de plus en plus voûté à son âge. Il dit que c'est pas normal. Alors, première question. Quel diagnostic évoquez-vous? Sur quels arguments? Quels examens paracliniques de premières intentions demandez-vous? Donc ça, c'était une question plutôt de rhumatologie. Donc le diagnostic à évoquer ici, c'est une spondylarthrite ankylosante. C'est assez typique comme histoire. Et donc ce qu'il faut différencier, c'est d'un côté, il y a l'atteinte axiale. L'atteinte axiale, ici, on la voit avec les douleurs rachidiennes, d'horaire inflammatoire, les sciatiques tronquées à bascule, les féssalgies qui évoquent une sacroiliite droite, ça fait partie des critères. Le plus important, c'est donc la sensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ensuite, d'un autre côté, il y a l'atteinte périphérique avec la douleur de hanche qui est évocatrice d'une coxite. Vous pouvez rajouter là-dessus l'histoire familiale qui est un élément de plus. Qu'est-ce que vous faites comme examen? Surtout NFS-VSCRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire, pas beaucoup de choses en plus sur le plan biologique. On peut faire un sérotype HLA-B27. Et puis dans les radiographies systématiques à faire, c'est le rachis cervico-dorso-lombaire de face et de profil, et le bassin et les hanches. Vous rajoutez des radiographies de chaque articulation atteinte en fonction de ce que décrit le patient. Ici, on a surtout les hanches. Question suivante. Sur quels éléments cliniques est-ce que vous faites le bilan des déficiences de ce patient pour permettre un suivi de la maladie? Alors, quand on parle de déficience, c'est donc purement le côté clinique, organe, anatomique. Donc, c'est plutôt l'examen clinique et paraclinique que vous faites dans vos descriptions des déficiences. Donc, finalement, c'est de la rhumatologie encore. Donc d'un côté, il y a l'activité de la maladie. Alors ça, c'est assez standardisé à la façon dont on mesure l'activité de la maladie dans une spondylarthrite. Il y a le VA douleur, le nombre de réveils nocturnes, il faut les compter. La durée du dérouillage matinal, la durée c'est important, il faut la compter aussi. Et puis le VA fatigue. Et ensuite, on mesure, donc ça c'est plutôt l'examen clinique, on va mesurer les déformations. Donc d'un côté, on va mesurer les déformations axiales. La première chose, c'est la taille et la posture globale, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'il décrit déjà. Et avec les mesures, avec le fil, on va mesurer la lordose lombaire, la syphose dorsale, qui sont des éléments d'évolutivité de la maladie, et puis la syphose cervicale. Ensuite, on peut, c'est encore sur le plan axial, on peut d'un côté mesurer les déformations, donc l'importance des déformations, puis aussi la perte de mobilité, donc c'est-à-dire le côté raide de toutes ces déformations. Est-ce qu'il y a encore de la souplesse ou est-ce que c'est raide? Donc d'un côté, pour la raideur lombaire, on va faire l'indice de Schaubert, qui se fait en se penchant en avant, on mesure en fait dans le dos l'indice de Schaubert. Et puis pour la raideur la souplesse un peu globale de tout le rachis, c'est la distance doigt-sol, donc en se penchant en avant. Genou tendu, bien entendu. Ensuite, sur le plan cervical, on va faire la distance menton-sternum et la distance menton-acromion sur les rotations. Et sur le plan costo-vertébral, donc ça c'est important puisque ça a une incidence sur la fonction respiratoire. Il y a l'ampliation thoracique qu'on mesure au niveau du 4e espace intercostal. Et donc comme ça, on a un repère pour remesurer à chaque fois. Ça, c'est pour les pertes de mobilité. Et ensuite, donc là, on a parlé du côté axial. Et puis maintenant, on va parler des articulations périphériques. Donc chaque articulation périphérique doit elle aussi être mesurée. Et donc ici, ça va être surtout les hanches. Donc on regarde les amplitudes articulaires avec un gonio. La principale déformation qu'il faut rechercher, c'est le flessum, aussi bien pour la hanche que pour le genou, mais en général, c'est le flessum. Ici, ça va être le flessum de hanche. Ce qu'on peut faire, mais alors ça, c'est plus... pour ce patient, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais il faut rechercher des anthésopathies, les douleurs calcanéales, les douleurs des tendons. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'une part
les atteintes extra-articulaires qu'il va falloir rechercher, donc les atteintes visuelles, digestives, etc. Donc ça, il faut les rechercher régulièrement. Et puis, sur le plan général, et ça c'est important pour la plupart des maladies chroniques, et en particulier les maladies rhumato-chroniques, la forme physique générale, les capacités aérobies, c'est-à-dire quelles sont les capacités d'effort du patient. Donc les dyspnées d'effort, c'est très simple de mesurer le nombre d'étages que peut monter le patient, le périmètre de marche, ça donne un reflet de la capacité globale du patient, qui est un élément de pronostic important. Donc là, vous avez tous les éléments de suivi d'une spondylarthrite ankylosante. Ensuite, question 3. Donner la définition d'une déficience, d'une limitation d'activité, d'une restriction de participation dans le modèle de l'OMS. Alors, juste pour info, dans le modèle de l'OMS, que vous voyez peut-être beaucoup dans les livres, c'est déficience à capacité handicap. Ça, c'est le modèle de l'OMS de base. La déficience, on en a parlé, c'est plutôt l'examen clinique, l'organe qui est défaillant ou la structure anatomique qui est défaillante. Donc ça n'a pas changé. Altération de la structure anatomique ou de la fonction organique, c'est la définition. Et ensuite, incapacité a été remplacée par limitation d'activité. Donc dans une question, vous pouvez avoir soit le mot incapacité, soit limitation d'activité. C'est exactement la même chose. C'est deux façons différentes de l'exprimer, sauf que la façon la plus moderne, c'est limitation d'activité. Donc moi, j'utilise limitation d'activité. Qu'est-ce que c'est ? C'est la conséquence de la déficience en termes d'activité. Qu'est-ce qu'on arrive à faire ou pas faire, sa toilette, s'habiller, manger, etc. Et donc la définition, c'est toute réduction de la capacité d'accomplir une tâche ou une action, donc une activité, à cause d'une déficience. Et ensuite, le niveau d'après, c'est la restriction de participation, ce qui est la même chose que handicap. Donc pareil, encore une fois, vous allez voir soit handicap, soit participation. C'est les mêmes notions, sauf que c'est pas, ça date pas des mêmes époques. Donc maintenant, on dit plutôt restriction de participation. Et là, la définition, c'est l'implication dans une situation réelle. Et en gros, c'est la conséquence sociale des déficiences et des incapacités, c'est-à-dire en termes de vie familiale, de vie sociale, de vie professionnelle, de loisirs, etc. Ce qui est toujours très important, ce qu'il faut que vous notiez sur vos copies quand on vous parle de handicap ou de participation, c'est la notion d'environnement, puisque bien sûr, le handicap, il est défini par l'environnement, il est dépendant complètement de l'environnement. Donc si on vous demande des définitions qui ont rapport avec le handicap, il faut mettre la notion d'environnement. Si on vous demande d'évaluer le handicap d'un patient, il faut mettre aussi la notion d'environnement, puisque c'est essentiel. Donc ce mot-là, il est essentiel à mettre quand vous parlez de handicap. Ok, question 4. Qu'est-ce qu'une échelle générique ou spécifique d'incapacité, proposée en une pour ce patient ? Donc on a parlé tout à l'heure en fait, de comment mesurer les déficiences, ça, on a fait tout le bilan des déficiences, et donc plutôt examen clinique. Puis ensuite, comment est-ce qu'on évalue les incapacités ? Vous devez être capable d'évaluer les incapacités. En pratique, c'est évaluer comment les gens s'habillent, prennent leur petit déjeuner, vont faire leurs courses, peuvent faire leur toilette, etc. Et ça se fait par des échelles, donc avec toutes les questions qui sont posées. Et donc dans les échelles, il y a des échelles spécifiques qui s'appliquent spécifiquement à une pathologie. Donc il y a une échelle spécifique de la spondylarthrite ankylosante. Et puis, il y a des échelles génériques qui s'appliquent un peu à toutes les pathologies. Il faut que vous connaissiez au moins une échelle générique, comme ça, vous la sortirez quelle que soit la pathologie. Et une échelle spécifique pour les grandes pathologies, comme l'arthrose de genou, l'arthrose de hanche, les pathologies inflammatoires, la sclérose en plaques, l'AVC, le trauma crânien. Bon, en gros, c'est les principales grosses pathologies sur lesquelles ça peut tomber. Donc, une échelle générique, je vous ai dit, donc utilisable quelle que soit la pathologie. Il y a soit la MIF, la mesure d'indépendance fonctionnelle, soit le Barthel. Vous retenez celui que vous voulez, c'est une des deux. Et ensuite, une échelle spécifique, comme je vous ai dit, c'est une pathologie ou une structure donnée. Et ici, dans la spondylarthrite, c'est le BASFI. Donc, voilà, pas besoin de connaître le détail, mais le BASFI, c'est l'échelle spécifique de la spondylarthrite. Question 5. Quels sont les principes de rééducation de ce patient ? Donc, quels sont les principes de rééducation d'une spondylarthrite ankylosante ? Alors, les principes globaux, c'est que c'est pareil pour toutes les pathologies chroniques, rhumatologiques ou même neurologiques d'ailleurs. En général, sur ces pathologies chroniques, on ne les laisse pas en kinésithérapie tout le temps. On fait plutôt des séances, des groupes de 15 ou 20 séances qu'on peut répéter régulièrement, mais pas en continu. Et en général, le but de 15 séances de kinésithérapie, c'est d'apprendre un autoprogramme d'exercice que le patient va faire lui-même ensuite tout le temps, pour éviter qu'il ait besoin d'aller à la kiné tout le temps. Donc voilà, le gros principe à retenir, c'est que c'est plutôt de courte durée, qu'on peut renouveler, mais que c'est courte durée, et que le but du truc, c'est surtout d'apprendre un autoprogramme et de motiver les patients à faire leur autoprogramme. Que bien sûr c'est individualisé, ça c'est un autre élément du principe, c'est-à-dire que selon le patient, son stade d'évolution de la maladie, ses déformations, etc., on va lui donner des conseils différents, bien entendu, et qu'ensuite il faudra qu'il poursuive son autoprogramme. Bon. Alors les objectifs principaux dans la rééducation de la spondylarthrite,
D'un côté, il y a le maintien de mobilité. Maintien de mobilité, c'est la même chose que maintien des amplitudes articulaires, que travail des amplitudes articulaires, c'est un peu la même chose. Il faut travailler, encore une fois, dans la spondylarthrite, on sépare toujours périphérique, axial. À chaque fois, on dit d'un côté, on fait ça sur le périphérique, d'un côté, on fait ça sur l'axial. Vous l'avez vu, je l'ai fait pour l'examen clinique, je l'ai fait pour les examens complémentaires. On va le faire aussi pour le traitement. Hein, on sépare toujours périphérique, axial. Donc, dans le périphérique, ici, c'est la hanche. Surtout, ce qu'il faut, c'est travailler sur le flexum de hanche. Je vous ai dit, c'était le principal problème. Ça peut être valable sur chaque articulation. Il va falloir faire du travail des amplitudes articulaires. Et puis, en axial, il va falloir faire des postures pour limiter les déformations axiales. Et en pratique, le gros principe, c'est que les déformations, elles se font plutôt en syphose ou en perte de lordose. Donc on va faire des postures qui sont plutôt dans l'autre sens. Donc on demande aux gens d'être allongés sur le tapis quand ils regardent la télé, etc. Position du sphinx, c'est-à-dire allongé et puis la tête sur les coudes. Toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objectif? Donc, il y avait donc les amplitudes et le maintien des mobilités. Ensuite, il y a le renforcement musculaire. Qu'est-ce qu'on renforce comme muscles? Les muscles qui luttent contre les déformations, donc les muscles cervico-dorso-lombaires, surtout les muscles spinaux qui vont tirer le rachis en arrière. Et puis, du coup, les extenseurs de genoux et de hanches. On muscle globalement tout, mais surtout ces muscles-là. Les muscles respiratoires, évidemment, c'est hyper important. Et puis, comme je vous ai dit, il y a une chose qui est hyper importante, qui va être importante quelle que soit la pathologie chronique sur laquelle vous travaillez. Donc, celle-là comme une autre, c'est la forme physique générale. Donc, ce que j'appelle forme physique, c'est capacité d'effort, capacité à aérobie, réentraînement à l'effort. Tout ça, c'est la même chose. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je dirais réentraînement à l'effort ou exercice aérobique, comme vous voulez. Question 6. Malgré un traitement adapté, l'atteinte de la hanche droite s'aggrave jusqu'à imposer l'installation d'une prothèse totale de hanche. Indiquer quelle sera la prescription post-opératoire de rééducation que les objectifs. Alors juste un petit détail, ici je vous demande les objectifs. Il ne faut pas faire la confusion entre objectifs et techniques. Les techniques de rééducation, c'est comme les massages, la physiothérapie, etc. Si on ne vous les demande pas, ça ne sert à rien de les mettre. Ici on met que les objectifs et comme ça c'est le kiné qui choisit ces techniques. Voilà. Alors les objectifs de la kinésithérapie, c'est un peu toujours la même chose. Hein. De toute façon, il y a les douleurs, les renforcements musculaires, les amplitudes articulaires, et puis le travail un peu global, travail de la marche, travail de réentraînement à l'effort. Donc vous allez revoir de nouveau toujours la même chose. La douleur, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu la mettre. S'il a mal en post-op, on peut faire du travail antalgique avec le kiné. Les amplitudes articulaires, on a dit, le renforcement moteur, surtout du membre inférieur, la reprise de la marche. Donc ça, c'est ce qui est un peu standard, qu'on met de toute façon toujours dans les objectifs de kiné, c'est standard. Ce qu'on rajoute ici, on est en post-op, donc il ne faut jamais oublier en post-op de parler des complications de décubitus. Donc kinésithérapie respiratoire, levée précoce, mobilisation. Ça, c'est standard. Et puis, ce qui est spécifique à la prothèse de hanche, surtout qu'il ne faut pas oublier, c'est demander au kiné d'apprentissage l'éviction des manœuvres luxantes. Donc ça, c'est un objectif important. Question 7. Au cours du suivi, vous posez l'indication devant l'importance des douleurs et des formations rachidiennes d'un corset. Comment le prescrivez-vous et quelle est sa prise en charge? Alors, un corset, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une orthèse. Je vous rappelle que dans l'appareillage, en fait, il y a 3 types d'appareillages différents. Il y a les prothèses qui remplacent, les orthèses qui suppléent et qui sont à même le corps, et tout le reste qui est des aides techniques. Ce qui n'est pas à même le corps, c'est des aides techniques. Donc là, c'est une orthèse. Bon, ça ne change rien à sa prise en charge. Et puis dans la prise en charge des orthèses ou des prothèses, il y a 2 types de prises en charge. Il y en a une qui s'appelle petit appareillage pour tout ce qui est fait en série, donc qui n'est pas très cher, c'est une ordonnance normale comme les attelles de Zimmer. Tout ça, c'est du petit appareillage. Et ensuite, il y a le grand appareillage qui est là et fait sur mesure. Donc ici, ça va être sur mesure. Donc c'est beaucoup plus cher et ça se fait sur des ordonnances particulières. Donc ici, ce qu'il fallait mettre, c'était que c'est du grand appareillage. Du coup, ça se fait sur une ordonnance de grand appareillage, qui est une ordonnance spécifique. Que sur l'ordonnance que vous mettez, c'est ce que vous mettez d'habitude, c'est-à-dire le nom, prénom du patient, la date, etc. Il ne faut pas oublier de mettre le 100%. Et sur l'ordonnance, en général, on met la description de l'appareillage, la description des objectifs. Vous n'avez pas besoin de connaître, bien sûr, le détail des objectifs. Comment c'est pris en charge? Donc c'est pris en charge par l'assurance maladie. Comme j'ai dit, c'est à 100%. N'oubliez pas de préciser que c'est pris en charge avec un tiers payant, donc il n'y a pas d'avance des frais, puisque c'est quand même très cher.
Et ce qu'il faut retenir, qui est important, pour tout ce qui est grand appareillage, c'est fait sur mesure, donc c'est-à-dire que c'est l'appareilleur, l'orthoprothésiste, qui fabrique l'appareillage sur mesure ou sur moulage. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les mesures, il fait un devis, il l'envoie à la Sécu, et la Sécu donne un accord. Et ensuite, il peut faire son appareillage. Donc il y a toujours une entente préalable qui est nécessaire. Donc tout ce qui est grand appareillage égale accord préalable. Ce n'est pas valable pour le petit appareillage. D'accord, ça c'est une chose à retenir pour le grand appareillage. Voilà, donc j'ai terminé ce dossier en abordant pas mal de choses qui ont trait à la rééducation autour de la spondylarthrite ankylosante. Quand vous travaillez la question polyarthrite rhumatoïde, c'est un peu les mêmes organisations de questions qu'on peut avoir. Et il y a juste quelques spécificités qui sont dues à la polyarthrite que vous pouvez aller voir notamment sur le site de la COFMER.